Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des derniers chiffres de l'inflation en Europe et aux États-Unis, ainsi que de la réaction et de l'état des marchés boursiers et de l'économie depuis le début de l'année. On va donc regarder en premier les chiffres, comme je vous le disais, de l'inflation en Europe et aux États-Unis. On va aussi regarder le cours de l'euro-dollar et le cours du pétrole. Ensuite, on va regarder les dernières décisions et taux directeurs aux États-Unis et en Europe, donc à savoir les décisions de la Fed et de la BCE. Et enfin, on va regarder un petit peu l'état du marché, comment il réagit par rapport à la baisse de l'inflation. Et aussi, on fera une aparté sur le S&P 500, qui a eu une performance très bonne depuis le début de l'année, mais notamment grâce à certaines entreprises de la tech. Je vais essayer de rester concis dans cette vidéo, mais bon, la probabilité que je me perde dans mes idées, comme d'habitude, elle est assez grande. Donc au pire, vous avez le sommaire en description pour naviguer dans la vidéo. Alors la vidéo sort un petit peu tard parce que j'étais occupé ce week-end, donc j'avais fait une vidéo d'avance et sachez que je vous avais fait le jour même où les chiffres étaient sortis aux États-Unis, un post sur Instagram, donc là-bas je fais du contenu un petit peu plus en direct puisque c'est un format qui est beaucoup plus direct et donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez du contenu un petit peu plus rapidement et sinon généralement je reprends ces sujets dans les vidéos YouTube un peu plus tard. Revenons à nos moutons. Donc inflation aux États-Unis, on voit une magnifique baisse sur un an et on était sous les 3% à 2,97, mais ils ont arrondi à 3% sur le mois de juin et qui ont donc été annoncés en juillet. Et donc là, on regarde sur un an l'évolution des prix qui est de plus 3% entre juin 2022 et juin 2023. En Europe, c'est aussi encourageant. On a continué la baisse à 5,5%. Alors évidemment, on repart de plus haut et ils ont mis plus longtemps à remonter les taux et donc la baisse a été plus longue à s'enclencher. Mais globalement, on est aussi sur une très bonne tendance. Et pour rappel, je regarde aussi souvent l'inflation parce que c'est quelque chose qui est mauvais pour l'économie et aussi la remontée des taux est évidemment mauvais pour l'économie. Alors après, d'où vient l'inflation et ses origines, on va pas en débattre dans cette vidéo, on a fait d'autres vidéos là-dessus, mais globalement, on est quand même sur une tendance baissière, ce qui est extrêmement encourageant. Et je voulais aussi préciser que c'est normal parce que n'oublions pas que c'est le travail des banques centrales que de maintenir les prix. La Fed, donc la Banque centrale américaine, eux, ils doivent avoir un emploi maximum, une stabilité des prix et des taux d'intérêt sur le long terme qui sont modérés. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le dual mandate aux États-Unis. Et la Banque centrale européenne, elle, ils ont pour seul et unique objectif de maintenir la stabilité des prix et c'est un objectif qu'elle traduit par une cible d'inflation sur le moyen terme de 2%. Et donc rien d'étonnant que ces banques centrales aient fortement remonté les taux pour faire baisser l'inflation puisque c'est leur travail. Voilà, je tenais juste à faire ces petits rappels et on continue. Alors là, je vais vous montrer maintenant les prévisions du marché pour l'inflation. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le 5 years break-even. Et en fait, c'est l'anticipation de l'inflation dans 5 ans, où elle sera donc dans 5 ans, d'après les marchés obligataires. Et on voit que dans 5 ans, les marchés estiment qu'on sera autour des 2%. Donc encore une fois, c'est encourageant, ça veut dire que les marchés pensent que les banques centrales sont en train de faire le travail. Et si vous regardez en 2022, ils pensaient que dans 5 ans, on serait à plus de 3%. Ça, c'était avant et au début de la prise de décision difficile des banques centrales. Et une fois qu'ils ont monté les taux, eh bien, les marchés ont été beaucoup plus positifs sur le long terme sur la baisse de l'inflation. Je voulais vous montrer rapidement l'euro-dollar, parce que ça, c'est encourageant pour l'inflation en Europe. Donc, on voit qu'on vient de faire du 1,12 en taux d'échange euro-dollar, et on voit qu'on revient de loin parce qu'on avait été sous la parité fin 2022. Donc ça, c'est une bonne chose sur le court terme pour l'inflation, puisque le pétrole, etc., on va l'acheter en dollars, et donc si on a un euro plus fort, ça va nous coûter moins cher. Cependant, c'est à double tranchant parce qu'évidemment, pour l'industrie et l'économie en interne, c'est plus difficile d'aller exporter nos produits. Si on continue sur le pétrole, vu que je viens d'en parler, on voit qu'on se maintient depuis plusieurs mois, voire même plusieurs trimestres, entre 70 et 80 dollars. Ici, je vous ai mis le crude, mais vous pouvez aussi prendre le Brent, il est juste quelques dollars plus cher. Et encore une fois, c'est encourageant, surtout que les économies se sont rouvertes, les personnes se sont mises à revoyager, donc on a eu plus de consommation d'énergie et pourtant le prix s'est bien maintenu. Évidemment, s'il venait à baisser encore, ce serait encore mieux pour l'économie, puisque l'économie, c'est avant tout le prix de l'énergie qui le drive énormément. On passe maintenant aux décisions de la Fed et de la Banque centrale, donc ça, c'est ce qui avait été fait le mois d'avant. Pour information, les taux sont actuellement à 5,25% et ils voient encore deux hausses qui pourraient nous amener jusqu'à 5,6% à la fin de l'année. Et pour la Banque centrale européenne, la dernière augmentation a eu lieu le 21 juin, en même temps que les États-Unis. Et la Banque centrale européenne a elle aussi confirmé qu'il continuera à monter les taux jusqu'à qu'ils aient réussi à vaincre l'inflation. Donc les banques centrales sont en ligne et les États-Unis avaient un petit peu d'avance et ça se retrouve aussi sur l'inflation qui a baissé un petit peu plus rapidement.
Maintenant, on va continuer avec la réaction du marché et l'état du marché. Donc le S&P 500, aujourd'hui, on est à seulement moins 5 à moins 6% selon le jour auquel vous mesurez, par rapport aux anciens plus hauts qu'on avait marqués en 2022. Et on voit qu'on s'est repris depuis le point bas qu'on a fait en octobre-novembre 2022 de pas loin de 26%. Donc clairement, le marché est fortement remonté. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard parce que justement, c'est surtout certaines entreprises qui ont fortement remonté. Donc le S&P 500 se porte très bien et ça me confirme dans mon idée que faire de l'investissement passif et du DCA sur le long terme, c'est une bonne chose, aussi bien sur des ETF que des actions individuelles. Et essayer de prévoir le marché, c'est difficile parce que je me rappelle qu'il y avait beaucoup de personnes qui, au moment où on était au point bas, disaient que ça allait encore baisser. Et honnêtement, personne ne pouvait le savoir. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que, à mon avis, du coup, il ne faut pas essayer de prévoir ce que va faire le marché parce que, personnellement, en tout cas, moi, j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, on va parler un petit peu du S&P 500. Alors là, je vous ai traduit des informations qui ont été disponibles. Il y a eu plein d'articles qui sont passés à ce sujet au 1er juin 2023. Donc, c'est une analyse qui est sur le S&P 500 il y a un mois et demi, et donc il était un petit peu plus bas. Ce qui fait que cette tendance sera encore aggravée. Donc globalement, le S&P 500, il était en hausse de 8,9% et 9,7% avec le dividende compris. Mais cette augmentation, en fait, elle est due à quelques-unes des plus grandes entreprises de l'indice. Et les principaux responsables des gains du S&P 500, eh ben, c'est Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia. Et là, il y a les pourcentages de gains, vous les avez à l'écran. Et sans eux, ben, globalement, le marché avec les dividendes, il n'aura augmenté que de 1,5% depuis le début de l'année. Et si, en plus de toutes ces entreprises qu'on a enlevées pour arriver à 1,5%, on enlevait aussi Meta, donc anciennement Facebook, et Tesla, eh bien le S&P 500 serait en négatif depuis le début de l'année. Et si je vous montre cette statistique, c'est surtout pour vous rappeler que justement, pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, faire un DCA sur un ETF, c'est surpuissant. Parce que, au final, c'est une stratégie passive et qui fonctionne, puisque ces entreprises qui ont surperformé, elles sont dans le S&P 500. Et donc, on en a profité si on possède l'indice. Évidemment, ça m'encourage aussi à aller chercher des actions individuelles. D'ailleurs, si vous reconnaissez, ce sont des actions que j'ai en portefeuille. Nvidia, hélas, je l'ai vendu un petit peu tôt, mais j'ai du Microsoft, j'ai du Apple, j'ai du Google, j'ai du Amazon, j'ai du Tesla, du Meta. Et donc, clairement, je suis content de les avoir en individuel parce que c'est les actions que je veux en plus du S&P 500 parce que je crois énormément dans leur business model. Et donc, quand je vois ce genre de choses, tout ce que ça me fait dire, c'est que quand on voit des bonnes affaires, il ne faut pas hésiter à y aller. Si on a une vision long terme, et de la même façon, si on fait que du passif sur des indices, ne pas hésiter à mettre tous les mois parce que au final, le marché, il a raison. Et si on a raté le train et qu'on n'a pas investi, après, on s'en mord les doigts. Et je trouvais que cet exercice, c'était une belle leçon qui montrait que même si c'est seulement certaines entreprises qui font toute la performance, tant mieux, ça veut dire que tout l'indice en profite, et aussi tant mieux si on les possède à part entière dans un portefeuille action individuelle, ça ne fera qu'améliorer notre performance. On va maintenant passer à quelques autres points que je voulais mentionner, puis ensuite on fera la conclusion. Donc, alors déjà, je ne serais pas étonné personnellement qu'on ait marqué un point bas en octobre 2022. Et pour moi, pour venir retoucher des points encore plus bas et vraiment baisser fortement, il faudrait soit qu'on ait peut-être un retour de l'inflation, soit ce qu'on appelle un Black Swan Event, quelque chose qui ne serait pas prévu, un gros problème peut-être géopolitique, etc. Donc voilà, clairement, j'ai l'impression que le marché se tient bien et pour aller rechercher des points aussi bas, il va falloir avoir des mauvaises nouvelles. En l'état, je le vois peut-être faire du surplace, continuer à monter, continuer à baisser, mais pour rebaisser autant qu'en octobre 2022, je suis patient, c'est pas quelque chose sur lequel je mise, je vais pas m'amuser à attendre qu'on baisse de 30%, j'investis tous les mois parce que j'ai pas envie de jouer à ce petit jeu comme on le disait plus tard, je me répète. Je voulais aussi vous dire, n'oublions pas que ça fait plus d'un an et demi que le marché a commencé à baisser. Si vous vous rappelez, on a commencé la baisse entre novembre, décembre et janvier 2022. Donc novembre, décembre 2021, janvier 2022, selon les actions et le marché de façon générale, c'était début 2022. Et ça me fait aussi dire que historiquement, en moyenne, un marché baissier, ça dure 14 mois. Donc on aurait déjà dépassé cette marque. Et d'ailleurs, le marché s'est bien repris puisqu'on a marqué un point bas en octobre 2022 d'après les graphiques. Évidemment, ça peut encore baisser. La performance passée ne garantit pas du tout la performance future. Cependant, je trouvais quand même assez intéressant de le mentionner parce qu'on peut se baser sur les moyennes historiques pour se faire sa propre opinion. Je voulais aussi dire que le mois dernier, la Fed, il voyait en fin d'année une inflation à 3,2%. C'est raté puisqu'on est déjà passé sous les 3%. Donc je pense aussi que la Fed a été très prudente et l'inflation est en train de baisser encore plus fort que ce que eux le prévoyaient. Et ça, clairement, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je voulais aussi dire que la situation, elle pourrait être un peu plus compliquée en Europe. L'Europe vient de rentrer en récession, on a vu pas mal d'articles passer, notamment à cause de l'Allemagne qui souffre énormément sur l'industrie. Et on a aussi en Chine une baisse des taux et la Chine va stimuler l'économie parce qu'on a un ralentissement et surtout une forte baisse de la demande en interne dans le pays. Donc clairement, je vous dis ça pour que vous ne croyez pas que tout est rose. Alors certes, aux États-Unis, ça se reprend un peu et encore, l'économie, il est très doux et clairement, on est à la limite d'une récession quand on regarde le GDP. Donc
Donc voilà, je reste globalement très prudent sur la situation. On est quand même dans des difficultés économiques. On a les taux qui ont fortement remonté, l'immobilier souffre, les entreprises investissent moins puisque l'argent coûte plus cher. Donc voilà, prudence, cependant, je continue à investir et c'est ce que je dis ici. Évidemment, je continue à faire du stock picking. Je choisis les actions qui me plaisent, que je comprends, j'aime le business model et que je veux conserver pour le long terme. Et je continue à acheter des indices, tout simplement, comme ça je ne me prends pas la tête. J'ai une partie de mon patrimoine sur les indices, une partie de mon patrimoine en actions, puis j'ai une partie sur mon patrimoine sur des matériaux précieux, de la crypto, bientôt de l'immobilier, j'espère, je recherche, etc. Comme je vous l'ai mis ici, le graphique en forme de camembert et je gère mon patrimoine en pourcentage. J'alloue mes actifs selon le risque que je suis capable de prendre avec mon profil, mon âge, etc. Enfin, je tiens à le dire aussi, je regarde l'économie par passion et car ça impacte les actions individuelles. Cependant, ce que je voulais vous dire, et ce sera ma conclusion, c'est que au quotidien, je me concentre surtout sur gagner plus d'argent, gérer mes finances personnelles intelligemment, investir. Et une fois que ça s'est fait, que tout est calé, que voilà, j'augmente mes revenus, que j'ai différentes sources de revenus, que je me protège, ensuite je me prends pas trop la tête à passer la journée entière à regarder des graphiques. Je le fais par passion et pour YouTube, mais je le fais pas pour m'enrichir. Je le fais au contraire pour faire grossir mon patrimoine sur le long terme et surtout pas pour faire du trading, gagner de l'argent rapidement. C'est mes sources de revenus qui me permettent d'investir chaque mois et ensuite cet argent est investi et va faire pour moi ce qu'on appelle l'effet boule de neige ou la croissance des intérêts composés. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je me prends pas la tête. Par contre, je continue à apprendre, à partager, à aider, à m'épanouir, à rechercher des idées. Et ça, j'aime bien un petit peu faire cette conclusion en été. Ça fait du bien des fois de s'éloigner un petit peu des marchés, d'aller prendre l'air, il y a du soleil, de profiter de partir en vacances pour justement se remettre dans le droit chemin et essayer d'ouvrir un petit peu son esprit pour apprécier le parcours et pas non plus être tout le temps sur les graphiques à se stresser. Donc voilà, je tenais à faire cette petite conclusion vu qu'il fait beau en ce moment dehors. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, comme d'habitude vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Évidemment, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Je m'efforce à répondre le plus possible aux DM. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.